Bonjour à tout le monde. Alors, on se retrouve pour une table ronde ici, tout simplement sur un site de méthanisation. Et on va essayer d'aborder une thématique, c'est a-t-on le pouvoir d'être autonome en gaz grâce à l'agriculture? Donc on a pour ça des représentants, j'allais dire, actifs plus ou moins, mais actifs je pense. On a représentant de la société quelque part, monsieur le maire et président de l'Intercom. Bonjour. Bonjour. On a aussi madame GRDF. On va vous présenter un peu après. Hein. Voilà. On a madame Startup. Voilà, qui va nous aider à comprendre aussi quelques enjeux. Et puis on a monsieur l'agriculteur, voilà, qui va aussi nous expliquer comment il a pu mettre en place et quel était l'intérêt pour l'exploitation agricole. Alors comme monsieur le maire doit nous quitter d'ici peu parce qu'il a pas mal d'obligations, on va rentrer un petit peu dans la thématique. Peut-être déjà au niveau communal, voilà, de la situation. Est-ce que ça a un intérêt pour la commune d'avoir un agriculteur qui fait de la méthanisation? Est-ce que c'est pas parfois compliqué aussi? Est-ce que les dossiers sont pas compliqués pour l'acceptabilité? Je parlais simplement de ce petit sujet-là et puis après on part sur l'Intercom. Alors moi je suis pas maire de cette commune, ah, je suis président de l'Intercommunalité. D'accord. Je suis maire de la commune d'Argentan, qui est la commune la plus importante à côté. Et donc oui, ça a un vrai intérêt sur l'intercommunalité. La preuve, c'est qu'on a travaillé, nous, avec les élus, sur l'élaboration d'un mix énergétique dans lequel on a intégré la production de gaz. Et cette production de gaz, elle est pour nous importante pour deux raisons. La première, c'est qu'elle nous permet d'irriguer notre territoire, y compris puisqu'il y a de la réinjection dans le réseau. Donc ça nous permet approchez le micro juste contre votre menton. Et de chauffer éventuellement un certain nombre de lieux, même si on a évidemment ce qu'on appelle du gaz de ville, qui est d'ailleurs un terme impropre, mais bon, tout le monde comprend. Et puis on a aussi un réseau de chaleur au bois, donc sur le territoire de la ville d'Argentan. Mais ça permet de pouvoir assurer à la fois du chauffage, mais ça permet aussi, et on l'a fait vivre sur la ville d'Argentan, de transformer aussi ce gaz réinjecté dans le réseau en gaz naturel véhicule, dont on sert par exemple pour 3 bus de la ville d'Argentan. Donc c'est important à la fois de promouvoir, d'aider à implanter, de prouver qu'on en a l'usage et de le faire de façon active. Est-ce qu'il faut aussi quelque part réguler un peu pour avoir un bon équilibre au niveau des différentes communes, du secteur on va dire? C'est très important de pouvoir réguler en effet, parce que l'acceptabilité, elle doit être travaillée. Et autant on a une vraie stratégie, une vraie logique à développer des énergies qui sont des énergies locales avec un écosystème qu'on construit, autant il ne faut pas en mettre tous les 2 km, parce que sinon c'est pas compris. Ça c'est un élément qui est un élément fondamental et qu'il faut bien intégrer. Et chaque territoire doit avoir son écosystème en termes d'énergie et de production énergétique. Ok, donc on doit faire attention pour que ce soit le plus acceptable possible, hein, ça paraît évident. Oui, et puis il faut expliquer aussi, il faut expliquer ce qu'on met dedans, c'est-à-dire que utiliser des déchets et les valoriser pour en créer de l'énergie, c'est très important, et c'est aussi une vraie stratégie, y compris avec la perspective de 2024 qui est devant nous, hein, sur les déchets fermentescibles, où on a une vraie logique à développer sur un territoire. Est-ce qu'on doit réfléchir, j'allais dire, à la fourniture énergétique, donc entre autres en gaz, en plus avec la conjoncture qu'on peut avoir actuellement, au niveau local, ou est-ce qu'on doit être quand même un petit peu plus large et pouvoir faire des transferts d'un endroit à un autre, parce qu'on n'a pas les mêmes ressources d'un côté à un autre? Alors nous, on est sur nos territoires producteurs de gaz de manière plus importante que ce que nous consommons. D'accord. D'où le Vous fait êtes déjà que, exportateur. Voilà, on exporte désormais, puisqu'on a inauguré le premier rebours normand il y a quelques jours. Et ça permet en effet de pouvoir exporter ce gaz qui est produit localement au-delà, hein, direction de Caen en particulier, mais pas seulement. Et ça, c'est important. Après, la vraie logique que nous devons porter pour à la fois faire comprendre aux gens l'enjeu et l'intérêt de ces écosystèmes énergétiques sur les territoires, c'est aussi d'avoir un retour qui soit un retour financier, clair et précis. Dans la période qu'on connaît aujourd'hui, avec l'augmentation du prix du gaz, on sait ce que ça veut dire. Et donc la production de gaz local et son prix, il faut parvenir, et là ça nous dépasse très largement, nous en tant que territoire intercommunal, parce que là c'est plutôt à l'échelon national, voire européen, qu'il faut le négocier, voire même mondial, c'est la décorrélation des prix entre le prix mondial
le coût du gaz russe ou du gaz algérien aujourd'hui et ce qu'on est capable de produire ici. Parce que si on arrive à sortir des prix qui à la fois permettent de rémunérer et d'assurer une vraie dynamique territoriale, y compris pour les agriculteurs localement, et s'il y a un intérêt pour les consommateurs, alors il y aura une acceptabilité plus importante et en plus ça prouvera qu'on est capable de créer des écosystèmes et de leur donner de la puissance. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. On va pouvoir vous libérer si vous voulez. Voilà. Et puis je vais continuer la discussion. Alors je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour Thierry. Donc Karen Buisson. Donc je suis directrice adjointe GRDF sur 2 régions, la région Normandie et la région Hauts-de-France. D'accord. Alors quand on parle de la thématique, donc peut-on être autonome grâce au gaz produit par les agriculteurs ? Est-ce que vous, c'est une ambition que vous avez? Est-ce qu'il y a une échéance? Comment on peut arriver à être moins dépendant déjà peut-être et avancer sur une autonomie totale? Oui, alors à très long terme, en effet, on a une ambition qui est en lien avec toute la politique de décarbonation. Et les ambitions, notre ambition, c'est 100% de gaz vert en 2050. Alors qu'est-ce qu'on appelle gaz vert? Alors c'est ce que j'allais venir, en effet. Donc les gaz verts, c'est bien évidemment le biométhane, dont on vient de parler, dont on parlera tout à l'heure, qui est produit par les unités de méthanisation. Mais il y a aussi d'autres techniques qui permettent de produire du gaz vert. On peut parler de pyrogazéification, de gazéification hydrothermale. Et là, on parle d'autres entrants que ceux qu'on utilise comme les effluents d'élevage dans les unités de méthanisation. On peut parler de déchets bois, on peut parler de déchets plastiques qui permettront demain de fabriquer ces fameux gaz verts. Et puis, on a aussi une possibilité sur nos unités de méthanisation, avec le même volume d'entrants, d'optimiser ces unités avec un procédé qu'on appelle la méthanation, qui permet, en combinant du CO2 et d'hydrogène, d'injecter un peu plus de biométhane dans nos réseaux. Et puis je vais finir par l'hydrogène aussi. C'est un sujet dont on parle beaucoup. C'est aussi un gaz vert, l'hydrogène. Et nous avons, GRDF, un réseau aujourd'hui sur tout un territoire. Il y a à peu près 200 000 km de réseau gaz aujourd'hui qui est exploité par GRDF. Et ce réseau est capable, demain, de transporter l'hydrogène. Voilà. Donc l'ambition 100% de gaz vert, elle repose sur l'ensemble des gaz que je viens de vous raconter. Donc ça, c'est le long terme. Et donc échéance 2050 ? 2050. Ça, c'est pas si loin que ça quand même. C'est pas si loin que ça. Quand on a vécu une cinquantaine d'années, on se rend compte que ça passe vite. C'est vrai, je me permettrai pas. Donc, non mais quelque part, voilà, c'est aussi y aller pas à pas et puis arriver à pousser ça. Alors, on reviendra peut-être sur comment vous arrivez à promouvoir un petit peu j'allais dire cette évolution. On va peut-être donner la parole donc à Madame Startup. Je te laisse te présenter. Bonjour, donc moi Emeline Tapin, consultante chez Agricarbone. Donc Agricarbone, je vais présenter rapidement. Donc on est une jeune start-up qui a été fondée il y a maintenant un peu plus de 3 ans par Amaury de Souancé et Simon Pelletier. Et en fait, ils étaient partis du constat qu'il y avait un gisement chez les agriculteurs qui était valorisable, qui était assez conséquent, mais qui manquait un peu une structuration de la filière. Et donc, c'est vraiment le but d'Agricarbone de structurer cette filière. Et donc, on est un négoce de biomasse agricole non alimentaire. Donc, par exemple, on va travailler sur plusieurs matières comme les cultures intermédiaires à vocation énergétique, les effluents d'élevage. Bien coller le micro au menton. Et donc... qu'on va valoriser dans différentes filières, comme la méthanisation, justement. Et on veut vraiment faire ça d'un point de vue, vraiment avec de l'économie circulaire, donc avec des retours au sol, donc par exemple de digesta dans le cadre de la méthanisation. Et donc pour faire ça, on a des outils, on met en place des outils digitaux pour permettre la traçabilité, et on a aussi une expertise agronomique et agricole, justement pour faire ça de manière durable. Ah, ça se fait pas comme ça, il faut arriver à faire des études, enregistrer beaucoup de choses, ça on le verra peut-être avec Thierry, c'est tout un métier aussi, quoi. C'est une profession et vous essayez d'accompagner cette profession-là. Alors, est-ce que vous avez fait des études justement sur les capacités? Est-ce qu'on pourrait arriver, j'allais dire, à une autonomie grâce à l'agriculture, composée avec d'autres possibilités à terme aussi, d'après ce que vous avez fait? Il y a notamment une étude de l'ADEME de 2018, justement 100% gaz renouvelable, qui émet des scénarios justement pour arriver à cet objectif. Et en fait, il y a 4 piliers principaux qui sont montrés dans cette étude, où en fait, ils parlent d'abord justement de diminuer la consommation de gaz,
qui est nécessaire. Mais aussi, donc, il parle de la méthanisation pour à peu près un quart, de la pyrogazéification et du power to gas, donc de l'hydrogène, pour un autre quart. Et justement, dans le quart de la méthanisation, il y a vraiment une grande partie de la biomasse qui va être nécessaire à utiliser pour créer l'énergie qui se trouve dans les exploitations agricoles, donc qui sont les cultures intermédiaires à vocation énergétique, les effluents d'élevage, les coproduits comme les menus pailles par exemple, qui se trouvent sur le territoire. Très bien. Alors, on va passer la parole à Thierry, qui non seulement est croyant, mais pratiquant aussi, vu qu'il a mis en action, on va dire. Alors, on dit, voilà, il faut arriver à une autonomie énergétique. Déjà, toi, par rapport au secteur, ça permet d'alimenter. Est-ce que c'est complexe et est-ce que ça rentre bien dans le cadre de ton activité, j'allais dire un peu diversifiée, mais d'exploitant agricole, et ça complète peut-être l'absence d'élevage quelque part? Oui, d'un certain côté. Ouais. Alors, moi, ça m'a semblé vraiment pertinent de faire une méta, parce que je sentais que ça résolvait des problèmes d'éleveurs voisins. Bien le micro-menton. Ouais. J'avais des éleveurs voisins qui étaient un peu excédentaires en matière fertilisante. Et moi, je voyais que j'étais plutôt déficitaire. D'accord. Donc, celle-là, c'était une manière de regrouper ça. Ça te permet au niveau local de recréer un équilibre aussi des effluents et de la distribution sur les sols. Oui, il y avait certains effluents que je ne pouvais pas avoir accès, même au niveau du compostage. Et avec la méta, c'est devenu possible. D'accord. Donc, moi, l'idée, c'était de tendre vers une autonomie en azote et en phosphore, quoi. Donc, c'était la première raison. Puis après, ça me semblait vraiment pertinent de faire de l'énergie. En agriculture, on a besoin d'engrais et puis d'énergie. Donc, je me suis dit... Alors, quelque part, j'ai l'impression que ceux qui ont fait de la méthanisation ont tout compris. Parce que là, avec la conjoncture, il y a l'augmentation du prix du gaz, de l'azote et des autres un peu de chance. C'est de la chance. Après, je pense que plus un territoire est autonome, mieux t'es, moins t'es dépendant et plus c'est pertinent et plus t'as de chances d'y arriver, je pense que... Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un peu de concurrence quelque part, parce qu'on voit qu'il y a des produits et donc on en parlait avec monsieur le maire tout à l'heure, il faut être intelligent aussi dans la répartition et pas être trop serré dans la distribution des... Oui, il y a sûrement... Il y a eu certainement certaines méta qui ont été dimensionnées peut-être un peu trop grosses et tout, suivant les secteurs, quoi. Après, on entend plutôt parler de concurrence sur les déchets. Après, aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a pas de concurrence sur les matières vertes ou sur les fumiers ou les lisiers. Un méthaniseur, il est dimensionné pour tant de matière, on ne peut pas en mettre plus. Du moment qu'on a ce qu'il faut pour faire tourner la machine, voilà, y a pas... Donc aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a pas de concurrence. Peut-être sur les déchets un peu, ou je sais pas. Nous, on fonctionne 100% matière agricole. Donc, D'accord. Je vais redemander le point de vue donc, côté GRDF de dire, voilà, est-ce qu'il est important, vous, votre rôle, si vous êtes présent ici, c'est que vous accompagnez aussi les agriculteurs. Alors forcément, vous y avez un intérêt parce que le développement vous permettra d'arriver à augmenter, mais quelque part, au départ, ça aurait pu être une simplicité aussi de dire, on ne va pas trop s'embêter avec... j'allais dire l'injection, parce que c'est vrai que c'est complexe d'injecter un produit qui vient d'une structure, j'allais dire, qui n'est pas c'est pas un gaz qui est courant, qui est toujours de la même façon, qui est défini, qui est normé. Il faut que vous arriviez à bien le faire. Ça a pris un peu de temps en mise en place, mais maintenant c'est tout à fait fiable. Oui, en effet, les premières unités de métal. Alors en France, parce que c'était des techniques qui étaient peut-être déployées depuis de nombreuses années dans d'autres pays, mais en tout cas en France, la première unité de méthanisation, elle date de 2011. Donc il y a un peu plus de 10 ans, elle était à Lille d'ailleurs, sur une station d'épuration, une STEP, puisque c'est aussi des entrants qui peuvent permettre de la méthanisation. Aujourd'hui, aujourd'hui on est à peu près à plus de 400 unités de méthanisation qui injectent sur les réseaux gaz, donc soit le réseau de distribution exploité par GRDF, soit le réseau de transport exploité par GRT. Aujourd'hui, la technologie est largement maîtrisée. Dans un poste d'injection qui en effet vérifie la qualité du gaz, puis l'odorise avant de l'injecter en effet sur le réseau. Le norme en fonction de ce que vous demandez pour qu'il soit à la fois de bonne qualité mais aussi corresponde aux critères, entre autres avec l'odeur.
qui est importante Tout à fait, pour qu'on puisse éviter le les risques reconnaître. d'accident. Tout à fait. Et en fait, le biogaz qui est injecté sur le réseau, alors le gros avantage, c'est qu'il est injecté en continu. Hein. On est sur une énergie qui est livrée en continu, donc il y a vraiment cette continuité de livraison. Et notre réseau de distribution permet aussi la flexibilité et le stockage. Donc ça a aussi un vrai intérêt quant aux variations de consommation, journée, nuit, mais aussi été, hiver. Et comme le disait tout à l'heure Monsieur le maire, il y a de plus en plus de zones qui sont équipées de rebours. Donc ce sont des installations qui permettent de remonter le gaz et de l'exporter dans des zones où il y a de la forte consommation, quand dans la zone de livraison, la consommation n'est pas suffisante. Voilà. Et le gaz qui est injecté dans le réseau, c'est exactement le même gaz qui est consommé actuellement par un grand nombre de consommateurs. Hein. Aujourd'hui, on a 11 millions de clients. C'est le même gaz qui permet de se chauffer, de cuire ses aliments, de rouler aussi, hein, transport de personnes, transport routier, sans changer. Voilà, tout à fait. Sans changer les installations, en tout cas pour les particuliers, c'est les mêmes chaudières. Pour les industriels, c'est les mêmes process qui existent, quoi. Voilà. Alors pour accompagner vous donc le développement et arriver à cette ambition, vous devez créer un maillage, faire des rebours, créer des installations de stockage, parce que c'est vrai que c'est un élément qui est important. On arrive à la période d'été, certainement que la consommation est moindre, tout au moins dans les maisons, peut-être pas dans les industries, mais en tout cas même, j'imagine qu'au mois d'août, il y a beaucoup de structures qui sont fermées. Qu'est-ce qu'on fait de tout le gaz ? Quand on va le pomper dans une fosse, c'est sympa, on arrête et puis ça va. Là, ici, si on arrête, on va pas le brûler à la torchère sans arrêt, quoi. Oui. Donc ça représente beaucoup d'investissements aussi pour vous. En effet, ça représente un grand nombre d'investissements qui sont faits par GRDF pour la partie maillage, c'est-à-dire raccorder les zones qui consomment entre elles pour permettre le passage de ce gaz. Et rebours, c'est GRT qui investit aussi. Un rebours, c'est à peu près 5 millions d'euros. Hein, voilà. Donc GRDF, en effet, investit, maille son réseau pour permettre aux producteurs de biométhane d'injecter leur gaz en continu, puisqu'on a aussi cette obligation qui leur permet d'assurer la rentabilité de leur projet aussi. Hein, voilà. Donc voilà, en effet, on investit, on développe, on accompagne les porteurs de projets depuis l'émergence de leur projet jusqu'à la mise en service, hein, c'est entre 3 et 5 ans, et puis ensuite toute la durée de vie de leur installation et de la durée de leur contractualisation avec un fournisseur qui leur rachète en effet leur gaz. Okay. Voilà notre rôle principal GRDF dans cet écosystème qui permet du coup la livraison d'un gaz vert, renouvelable, décarboné. Et puis un point que je rajouterai aussi tout à l'heure sur l'avantage finalement de cette production locale de gaz, c'est aussi la création d'emplois. On n'en parle pas, mais par exemple sur la Normandie, j'ai en tête 2 entreprises, une qui fabrique les tuyaux en polyéthylène qui permettent de livrer le gaz, hein, Pipe Life, et une entreprise qui fabrique les postes d'injection, Gasfio. Voilà, ce sont 2 entreprises normandes. Donc parfois, on peut presque avoir du 100% made in France, avec derrière des emplois pérennes. Je ne parle pas des emplois aussi qui sont parfois créés sur les unités de méthanisation, hein, mais on a des emplois pérennes, non délocalisables, générés par cette filière de méthanisation. Ça, c'est aussi un point important pour un territoire, hein, pour la vie d'un territoire. Voilà. Ok. Alors je vais poser une petite question sur, j'allais dire, la possibilité d'avoir des matières et est-ce qu'on va en trouver assez, mais je voudrais d'abord vérifier que notre public est bien en train de regarder et c'est pas endormi. Apparemment c'est bon. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi. Pour l'instant il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ossemin qui se lève, donc ça va. Alors, est-ce qu'on a la capacité, alors d'être autonome, c'est peut-être un peu difficile, mais de trouver tout simplement, lorsqu'on s'installe en tant qu'agriculteur, pour faire une méthanisation, de trouver justement les éléments qui vont permettre de compléter, j'allais dire déjà une fourniture de base locale, parce que voilà, en le sachant, il y a différentes matières qui doivent rentrer dans le jeu. Alors, est-ce que ça, c'est possible ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs matières qui peuvent rentrer dans une unité de méthanisation, comme Thierry le disait. Donc il y a des matières déjà végétales qui vont pouvoir être produites localement sur des exploitations agricoles, donc comme des cultures intermédiaires à vocation énergétique, donc qui sont des cultures qui sont produites entre 2 cultures principales. Qu'on appelle cives. Qu'on appelle cives pour les intimes, tout à fait.
On a aussi par exemple des coproduits agricoles, donc comme les menus pailles. Donc ça va être lors de la moisson, donc sur des céréales. Quand on récolte la paille, on peut aussi récolter des résidus, des petits résidus de culture qui normalement sont éparpillés partout dans le champ. Et donc on va pouvoir récupérer avec des récupérateurs ces coproduits qui peuvent entrer en méthanisation également. Après, il y a tout ce qui est bien sûr effluent d'élevage comme Thierry le disait, donc sur toute une variété en fonction de l'élevage qui est disponible localement sur les exploitations. Après, il y a bien sûr tous les déchets un peu annexes en fonction des territoires, donc comme des biodéchets, donc ça peut être très multiple, des cantines, des restaurations. Après, c'est plus compliqué d'un point de vue logistique de pouvoir rapporter toutes ces matières sur le méthaniseur. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ouais, justement, est-ce que vous faites par exemple des analyses pour vérifier le pouvoir méthanogène de certains produits et arriver à dire aussi qu'il y a un intérêt entre guillemets écologique à transporter d'un endroit à un autre, s'il faut consommer plus d'énergie fossile pour ramener les produits dans du gaz, j'allais dire pour un gaz produit comme ça en méthanisation, ça peut être illogique aussi parce qu'à un moment donné, le côté économique, il est peut-être intéressant, mais le côté écologique, il ne l'est plus. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous veillez pour que ce soit équilibré ? Oui, tout à fait. Donc, dans un premier temps, en fait, on peut réaliser des études de gisements méthanogènes donc pour des projets de méthanisation pour vérifier en amont du projet si dans un rayon d'approvisionnement local, en fonction des matières, on va pouvoir approvisionner les quantités suffisantes et on vérifie également la compétition avec d'autres méthaniseurs à proximité, donc pour voir justement s'il y a déjà ce dont on parlait tout à l'heure sur la régulation des différents méthaniseurs sur le territoire. Et donc on va pouvoir vérifier justement la disponibilité locale de tous ces gisements. Et de plus, on avait calculé par exemple les émissions évitées d'une cive donc qui rentre en méthanisation et donc d'un biométhane produit à partir de cive par rapport à un gaz naturel donc qui a une énergie fossile. Et on avait trouvé qu'on évitait à peu près, que ça émettait environ 10 fois moins de gaz à effet de serre que du gaz naturel. Que du gaz naturel. Ouais. D'accord. Donc on est sur une réflexion aussi et toujours un côté positif à ce niveau-là, quoi. Et puis je voudrais ajouter un point qui était très intéressant de Thierry, c'est que la méthanisation, ça va pouvoir permettre de minéraliser les effluents d'élevage. Lorsqu'on met des effluents d'élevage dans le méthaniseur, on va avoir une minéralisation de l'azote dans ce méthaniseur. Et donc, c'est l'azote minéralisé qui va être disponible ensuite pour les plantes. Et donc, le digestat, donc, qui sort du méthaniseur qu'on va épandre sur les champs, va être beaucoup plus facilement, l'azote qui est dedans va être beaucoup plus facilement disponible pour les plantes. Et donc, ça va permettre d'utiliser un peu moins d'azote minéral. Et cet azote minéral qui est produit, c'est très énergivore. Donc il y a vraiment aussi un réel intérêt agronomique et environnemental au processus de méthanisation. D'accord. Alors, il y a toujours une question qui reste en suspens ou qu'on entend lorsqu'on parle de méthanisation, c'est oui, mais alors on est en train de prendre des produits à l'alimentation humaine ou animale aussi, parce qu'il peut y avoir de la concurrence. Pour produire de l'énergie, à un moment donné, on a besoin, en ce moment, on le sait, de nourriture aussi. On risque de manquer sur certains produits d'alimentation. Est-ce que ça, c'est une difficulté dont vous parlez et que vous essayez de relever un petit peu ? Et est-ce que c'est réel ? Est-ce qu'il y a une réelle concurrence ? Oui, bien sûr, il faut vraiment faire attention à ça. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut produire de l'alimentaire avant tout pour se nourrir. Mais plusieurs points déjà sur l'approvisionnement des méthaniseurs. À l'heure actuelle en France, les méthaniseurs n'ont pas le droit d'intégrer plus de 15% de cultures dédiées. Donc qui peuvent être justement des cultures alimentaires. Ça, c'est une règle qui est mise en place depuis le début en France, alors que l'Allemagne, notre voisin, n'a pas du tout la même politique et a permis de développer beaucoup plus rapidement, j'allais dire, son autonomie en gaz, mais a peut-être perdu un petit peu en alimentation. Oui, tout à fait. C'est un choix. Et donc déjà, c'est un premier point. Et après, l'agriculture a toujours été, entre guillemets, multiservice. Il y a des dizaines d'années, on produisait de l'avoine pour nourrir des chevaux, au final, c'était de l'énergie mécanique. Donc il ne faut pas oublier que l'agriculture peut faire plusieurs services et que c'est possible et que ça peut être complémentaire et même en synergie.
Ok. Il y a un siècle, 30% de la production agricole était destinée à l'alimentation des chevaux, entre autres, qui travaillaient les terres et qui transportaient aussi des denrées alimentaires de droite et de gauche. Thierry, dis-nous un petit peu. Vas-y. Sur ce que tu disais sur le problème de concurrence ou de manque de matière. Moi, je fais souvent le parallèle un peu avec les chaufferies bois. Quand on a vu les chaufferies bois arriver, on s'est dit on n'aura jamais assez de copeaux, nos haies ne poussent pas assez vite. Et en fait, il y a tellement de déchets dans les bois ou qui ne sont plus utilisés dans les papeteries. Et je pense que notre agriculture, c'est pareil, il y a moyen de produire plus de matière. Quand on a un méthaniseur, on produit aussi plus de matière verte parce qu'on a une source d'engrais disponible, pas gratuite, mais donc avec la méta, on produit plus, les couverts poussent, avant ils ne poussaient pas. Donc je pense qu'on a vraiment une grande marge de manœuvre. Si on veut produire bien, on peut produire plus pour faire de l'énergie. Ouais, alors on sait que certaines personnes se disent oui, mais lorsqu'on va avoir un sol vivant, la méthanisation n'est pas le sujet idéal. Mais je pense qu'il y a une question d'équilibre aussi à avoir sur l'exploitation. Ici, vous avez une surface d'épandage qui est suffisamment conséquente aussi par rapport à la méthanisation et une surface de fourniture. Tu me disais qu'il y a des élevages hors sol qui viennent approvisionner. Oui. Et qu'il y avait des problèmes d'épandage peut-être déjà avant. Après, sur les sols, je pense que quand on est agriculteur, on n'a vraiment aucun intérêt à tuer nos sols. Donc je pense qu'il faut faire confiance aux agriculteurs. S'il y a des problèmes, on saura réagir et puis prendre de nouvelles techniques. Après, à l'inverse, est-ce que ça incite pas des agriculteurs qui n'avaient pas forcément, l'interculture en culture, qui n'avaient pas l'habitude de le faire, à le faire justement parce qu'ils ont la matière pour pouvoir alimenter leur sol et le faire, et donc quelque part les régénérer aussi et les pousser à ce qu'ils puissent développer un petit peu plus leur capacité. Aujourd'hui, on parle d'agriculture de conservation. Moi, je pense qu'avec du digesta, on aura des beaux couverts, on aura plus de masse racinaire. Je pense que ça contribuera à entretenir nos sols, quoi. C'est quelque part recréer un cycle comme on l'a dans des cycles d'élevage. Ici en Normandie, nous pendant le Co-Farming Tour, on a pu se rendre compte que l'élevage était important dans certains secteurs, mais la méthanisation peut, j'allais dire là où peut-être il y en a un peu moins, soit la compléter ou éventuellement l'aider parce qu'elle va permettre d'utiliser des digestats et pendre sur des surfaces plus larges ces produits, quoi. Oui, et je pense qu'il y a une bonne complémentarité même entre élevage et méthanisation. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité, quoi. La méta, elle peut prendre tous les excès, même les fourrages de mauvaise qualité qui sont pleins de... Il y a des fourrages aujourd'hui, des prairies, on peut à peine récolter ou on vend rien, quoi. Et là, tu mets ça dans le méthaniseur, tu récupères ton azote, ton phosphore et voilà, ce qu'on jetait avant, dont on ne savait pas quoi faire, nous embêtait. On a vu des fois des années des stocks de foin invendables ou des trucs comme... Donc là, aujourd'hui, j'en ai déjà vu. On a ou des prairies qui sont pleines de joncs, ou des prairies où on a des herbes qui sont dures à sécher, donc on peut pas tellement faire de foin avec. Donc voilà, la méta, je pense qu'elle est là, solutionne quand même pas mal de choses, quoi. D'accord, alors toi, si on veut donner une conclusion, une réponse à peut-on, rendre la France autonome en gaz grâce à l'agriculture? L'autonomie, je sais pas si vraiment l'agriculture, a priori, c'est utopique. Elle peut prendre sa part. Le gaz, c'est l'industrie. Je pense donc les besoins industriels, je pense qu'on aura du mal à les fournir. Mais je pense qu'on pourrait une autonomie en chauffage et en mobilité. Je pense que c'est envisageable, quoi. Donc c'est déjà pas trop mal. Si l'agriculture prendre sa part dans cette autonomie, quoi. Si l'agriculture permet de nous chauffer et de nous déplacer sur un territoire, je pense que c'est intéressant, quoi. D'accord, on va revenir pour savoir si, à ton avis aussi, c'est possible d'en arriver. D'après les relevés de matière que vous pouvez avoir, on peut développer de façon encore importante la méthanisation en France? 100% d'autonomie en gaz que grâce à l'agriculture, c'est sûr que c'est pas possible. Mais oui, comme tu le disais, il y a vraiment des choses à faire et il faut que ça soit juste fait, il faut que ça soit fait de manière réfléchie et cohérente sur les différents territoires pour pas qu'il y ait des distorsions d'approvisionnement et justement d'augmenter les distances d'approvisionnement et que ça n'ait plus de sens, il faut que ça reste local. Et donc il faut que les méthaniseurs soient implantés au bon endroit au niveau des gisements et c'est pour ça que c'est important de vraiment étudier les gisements et d'avoir des bons retours au sol des digestats. Ok, très bien. On va finir peut-être par la maison GRDF. Oui. Même question. Même question. Alors oui, c'est disons de voir, est-ce que vous avez
justement suffisamment d'études pour dire oui, on va pouvoir le développer? Est-ce que ça va dépendre du bon vouloir des agriculteurs? Est-ce que ça va dépendre des fournitures? Est-ce que ça va dépendre des collectivités et de l'accompagnement qu'ils ont? C'est un effort collectif entre guillemets à faire pour arriver à prendre la part et non pas peut-être rendre autonome, mais grâce à l'agriculture. Oui, en effet, je pense que c'est un petit peu tout le monde, tous les gens que vous venez de citer. Hein. Et puis je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense qu'aussi cette indépendance énergétique, entre guillemets, elle viendra aussi avec l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique. Quand je pense efficacité, c'est le premier pilier, quoi. Ouais, l'efficacité, diminuer sa consommation, faire attention. Et puis l'efficacité, c'est aussi toutes les innovations, les rentabilités, entre guillemets, de ces processus à augmenter. La part de l'agriculture, telle qu'on l'imagine, c'est à peu près un tiers. Hein. On peut imaginer qu'on est capable d'avoir un tiers de l'indépendance gazière fournie par l'agriculture. Donc ça, c'est peut-être une première chose. Et puis après, je reviendrai finalement à du un peu plus local aussi, pour donner quelques exemples. Aujourd'hui, grâce aux 3 unités de méthanisation dans la zone d'Argentan, on est à 43% du secteur résidentiel qui est alimenté en gaz vert. Tout à l'heure, on parlait aussi du rebours, c'est-à-dire que l'été, c'est un territoire qui est autonome en gaz et qui exporte du gaz. Donc finalement, déjà, à des petites mailles locales, et c'est très vrai en Normandie et en Hauts-de-France par exemple, on est déjà sur des territoires qui peuvent très rapidement être autonomes en gaz. Voilà. L'Orne sera certainement, d'ici 2028-2030, un des premiers départements autonomes en gaz, grâce au gaz vert produit par les agriculteurs, par le processus de méthanisation. Donc ça dépend, ça demande des agriculteurs, ça demande des collectivités, des fournitures qui permettent d'arriver à cette autonomie. Puis tout l'écosystème qui a envie d'avoir un projet territorial, et je pense aussi aux riverains. Tout à l'heure, on parlait d'acceptabilité. Il faut que ce soit en effet des projets de territoire. Voilà, appuyés, agriculteurs, collectivités, élus, entreprises, c'est vraiment start-up, etc. Voilà, pour l'innovation. C'est une histoire d'écosystèmes locaux. Voilà. Ok. Voilà. Bon, très bien. On arrive à la fin de cette table ronde. Merci de nous avoir aidés à répondre à cette question. On se rend compte que l'autonomie peut-être pas, mais en tout cas, l'agriculture peut avoir une part importante dans cette autonomie en énergie, entre autres en gaz. Parce qu'il y a beaucoup d'autres énergies aussi qu'on peut produire et revenir un peu comme on y était il y a un siècle, à fournir une bonne partie de l'alimentation et arrêter de puiser dans les réserves et de dégager, j'allais dire, des gaz à effet de serre. Merci à vous et puis merci à notre public de nous avoir suivis avec beaucoup de rigueur. Merci, au revoir.